que nous avons mené avec le cabinet Roland Berger, donc à la fois Olivier Hanoul et Benoît Brancheriot qui vont intervenir dans la présentation, bien évidemment, que je remercie pour tout le travail qu'on a fait depuis le mois de mai dernier sur cette étude qui vise à essayer d'examiner d'un peu près quels sont les créneaux qui sont potentiellement en croissance, qui peuvent offrir des opportunités de développement et de localisation en France pour des acteurs de la filière automobile, sachant que peut-être plusieurs choses au préalable avant de rentrer sur le fond du sujet. On vous informe qu'on va enregistrer le webinaire, puisqu'on a eu pas mal de demandes de gens de pouvoir écouter ceux qui ne pourraient pas participer à ce webinaire en direct, entre guillemets, donc on enregistre. D'autre part, cette étude, on a un petit problème d'écho. Il y a une option pour désactiver le micro. C'est pas ça. Est-ce qu'on a encore l'écho? Non, ça a l'air d'aller. On a inscrit cette étude dans le cadre de travaux qui avaient déjà été menés quand même précédemment. On a d'abord eu un travail avec le cabinet AlixPartners où on avait essayé de bien évaluer un peu l'impact de Fit455, de toute la transformation, décarbonation sur l'ensemble de la filière, avec justement des sous-filières fortement impactées par la baisse du thermique, d'autres potentiellement en croissance. Et donc, on s'inscrit évidemment un peu dans la prolongation. Et puis, par ailleurs, de citer la mission qui a été donc menée par Didier Sépulcre et Patrick Tholin l'année dernière et qui a visé à aller à la rencontre de beaucoup d'entreprises, justement de la filière, pour bien, disons, les informer, les sensibiliser à toutes ces évolutions et justement les aider à voir comment identifier des opportunités pour s'adapter au contexte dans lequel on se situe. Donc voilà, cette étude, elle vient un petit peu en cohérence avec un certain nombre d'actions qui ont été engagées et je dirais aussi dans le cadre des réflexions qu'on mène en ce moment pour un nouveau contrat stratégique de filière. C'est clair qu'on a vu au cours du contrat 2018-2022 l'émergence de l'électrique avec une forte accélération. Voilà, on va rentrer maintenant dans une période effectivement de très très profonde transformation pour de nombreux acteurs. Et donc cette étude, elle vise à éclairer, à aider un petit peu les entreprises de la filière à voir en fonction de leurs compétences, de leurs créneaux, s'il y a ou pas pour elles des opportunités de développement. Et puis, je dirais du côté des pouvoirs publics, puisque c'est une étude qui a été financée avec le ministère de l'Industrie, la Direction générale des entreprises, c'est aussi d'aider à cibler ce sur quoi il pourrait être pertinent d'aider les entreprises pour se saisir de certains segments, de certaines opportunités. Donc voilà, ça c'est un petit peu le cadre général. Ce qu'on va vous proposer, c'est une réunion très interactive autant que possible. Et donc, comme on est nombreux, effectivement, une certaine discipline à bien rester en mute, mais vous pouvez soit mettre des commentaires dans le cadre du chat et on va être attentif aux questionnements, aux commentaires que vous allez mettre au fur et à mesure, on pourra rebondir dessus, soit vous levez la main et on vous donnera la parole. On prévoit de toute façon plusieurs temps d'échange tout au long de ce webinaire. On vous a envoyé en amont, au travers notamment de WeTransfer, l'ensemble des documents qui ont été élaborés, c'est-à-dire à la fois la présentation de synthèse qu'on va reprendre là de façon un petit peu plus synthétique pour laisser du temps justement pour les échanges, mais aussi toute une série de fichiers assez détaillés sur un certain nombre de segments qu'on va évidemment introduire. C'est des 30 opportunités telles que vous le voyez sur le sommaire. Et donc, je pense que parmi vous, certains ont eu le temps de jeter un œil, ou voire même de regarder d'un peu près, d'autres pas du tout. Donc, ce qu'on va essayer, c'est de concilier un peu les deux, c'est-à-dire faire une présentation qui ne nécessite pas d'avoir lu à l'avance les documents et en même temps, nous, on sera intéressés à voir les retours que vous pouvez nous faire pour celles et ceux qui auront eu le temps de jeter un œil aux différents documents, sachant qu'à l'issue de ce webinaire, on vous renverra d'ici quelques jours les documents définitifs qui donc permettront
de mettre à disposition le plus largement possible les éléments. Et n'hésitez pas, pour certains d'entre vous, si vous souhaitez un peu de service après-vente, avoir quelques éléments complémentaires, on fera notre possible, évidemment en fonction des disponibilités aussi de nos amis de Roland Berger, mais pour effectivement faire en sorte que cette étude elle soit le plus utile possible. Et donc, s'il y a besoin éventuellement de la présenter, de détailler certains aspects auprès de certains, on verra dans quelle mesure on peut le faire, mais le but, c'est évidemment de mettre le plus largement à disposition cet ensemble. Donc voilà, ce qu'on vous propose, c'est, vous avez là le sommaire, le rappel très très rapide du contexte, les objectifs, la méthodologie, puis ensuite de présenter un petit peu le travail qui a été fait, la synthèse, l'analyse d'un certain nombre d'opportunités possibles, d'un certain nombre de recommandations, voilà, et encore une fois, dans le souci d'avoir un échange le plus large possible. Donc, on commence, sauf si vous avez des commentaires à faire sur cette introduction. Globalement, donc, sur le contexte, je ne vais pas être très, très long. C'est clair que, bon, voilà, on est dans des transformations aujourd'hui absolument profondes. Et comme toujours, dans ces situations-là, il y a des vrais risques. Les risques, ils sont avérés, ils sont maintenant pas mal documentés. Mais comme toujours, c'est aussi des occasions d'opportunités. Et c'est vraiment dans ce cadre-là qu'on se situe à essayer de saisir ces opportunités. L'environnement est très concurrentiel, il est complexe, il n'y a rien de complètement évident, mais en même temps, il y a des opportunités à saisir. On a quand même des atouts en France, et notamment tout ce qui concerne l'empreinte CO2 est quand même un sujet sur lequel, de plus en plus, on va quand même regarder où est-ce qu'on localise les productions compte tenu de cet élément-là. Donc, voilà, on se situe résolument dans une volonté de regarder toutes les opportunités possibles. Donc voilà, ensuite, dans justement le cadre de l'étude qu'on avait demandé à Roland Berger, on avait identifié voilà, un certain nombre de segments, de macro-segments, je dirais, sur lesquels on souhaitait qu'il y ait un travail, disons, d'analyse de fait. Évidemment, tout ce qui va tourner autour de la transition énergétique et les segments qui vont évidemment fortement se développer avec l'évolution du mix énergétique, mais c'est aussi quand même tout le développement, la transformation numérique avec le développement des ADAS, des aides à la conduite, l'infodivertissement, tout ce qui va être autour du software design vehicle, etc. Et puis, tous les enjeux qui sont l'économie circulaire, du bas carbone. On est clairement aussi dans ce contexte où l'économie circulaire va être un des éléments absolument majeurs pour aller réellement vers une trajectoire de neutralité carbone. Et puisqu'on a mis business adjacent, on a aussi sollicité qu'il y ait un petit regard sur des segments qui vont se développer un peu en dehors de la composition, les pièces et composants d'un véhicule, mais qui vont évidemment faire partie de l'écosystème un peu plus global. On pense particulièrement à tout ce qui est bornes de recharge. C'est quand même beaucoup d'investissements qui sont faits pour les infrastructures de recharge et ce qu'on peut positionner un certain nombre d'entreprises pour fournir, mais c'est aussi potentiellement tout ce qui était les biens d'équipement nécessaires pour le développement des nouvelles chaînes de valeur. Aujourd'hui, c'est quand même beaucoup asiatique. Et puis, potentiellement, d'autres business adjacents. Là, il y a l'image du vélo. Peut-être un certain nombre d'opportunités de diversification dans ce cadre-là. Donc voilà. On s'est appuyé, bien sûr, sur des trajectoires potentielles, disons, d'évolution du mix énergétique. C'est évidemment un des éléments qui est relativement structurant. Alors, en accord, en discussion avec Roland Berger, on a pris pour éviter d'avoir trop de discussions des hypothèses d'IHS pour l'évolution en Europe, ça c'est l'Europe. Elles sont très ambitieuses, soyons clairs, on peut en débattre, mais ce n'est pas tellement l'objet, puisque de toute façon, si la réalité est un peu moins rapide que la trajectoire telle qu'elle est proposée là, qui va quand même à 70% de véhicules 100% électriques en 2030, donc c'est quand même très très ambitieux, mais ça correspond aussi à des attentes et des objectifs de constructeurs, très, très clairement assumés. Mais je dirais que voilà, si il y a un petit décalage dans le temps à l'accélération ou au contraire un peu moins rapide, ça ne change pas fondamentalement de toute façon les analyses qui sont réalisées. Voilà, juste un slide derrière pour rappeler, ça avait été notamment pas mal mis dans l'étude aussi AlixPartners, de voir combien finalement la composition d'un véhicule thermique est différente de la composition d'un véhicule électrique, avec globalement des secteurs en très forte décroissance, d'autres en forte croissance. Au global, davantage de chiffre d'affaires, le coût
est plus important, donc potentiellement quand même des belles opportunités de croissance. Mais évidemment, les gros morceaux, on va les avoir dans les batteries, on va les avoir potentiellement dans l'électronique de puissance, l'hydrogène, etc., qui ne sont pas forcément des créneaux très accessibles pour les fournisseurs traditionnels de la filière automobile. Donc, ce n'est pas malheureusement un boulevard de croissance pour tout le monde, mais néanmoins, c'est quand même l'élément qui est intéressant. Il y a potentiellement ces éléments de croissance. Le slide d'après, c'est quelques éléments de rappel sur plutôt les effectifs, les emplois de la filière automobile, avec sur la gauche, vous avez plutôt la tendance à la décroissance qu'on a connue depuis 2010, à peu près 2% par an, avec malgré tout sur la dernière période qui était 2015-2019, au contraire, plutôt un certain redressement. Mais évidemment, depuis, de nouveau, avec la crise, disons une baisse et globalement, donc en moyenne, moins 2%. Ça s'explique pour partie par le graphique du milieu qui montre, je dirais, l'intensité en emploi de la fabrication d'un moteur diesel par rapport à un moteur essence, par rapport à tout ce qui concerne plutôt l'électrique. Donc, on voit bien que l'intensité en emploi, enfin de la chaîne de traction, au-delà du moteur, de la chaîne de traction. Donc, évidemment, plus on va aller vers l'électrique, on voit bien qu'il y a de toute façon, toutes choses égales par ailleurs, une réduction de l'intensité en emploi. Et puis, on rappelle sur le graphique de droite des éléments qui avaient été mis en évidence de filières, de sous-filières qui vont beaucoup souffrir par les baisses, quelle que soit, je dirais, la performance des entreprises de leur marché, et puis d'autres, au contraire, qui vont davantage progresser. Et puis, donc, dernier élément, c'est la traduction de ces transformations en termes globaux un petit peu de chiffre d'affaires de la sous-traitance automobile en Europe. Donc, c'est en milliards d'euros, donc de l'ordre de 315 milliards d'euros prévus en 2035, dans une hypothèse où on arrive à 100% de véhicules électriques en 2035, avec, là, on le voit, globalement, encore une fois, une forte croissance du chiffre d'affaires, mais avec évidemment une très, très forte évolution, moins 25% sur tout ce qui va évidemment tourner autour de la chaîne de traction thermique, moins 25% par an. Donc, c'est quand même une chute extrêmement rapide. Et à l'inverse, des secteurs, on peut attendre en moyenne par an des croissances à 2 chiffres dans le domaine de la chaîne de traction électrique et hydrogène, batterie, moteur, gestion thermique, mais c'est aussi tout ce qui tourne autour de l'économie circulaire, où il y a quand même beaucoup d'ambition pour avoir effectivement une forte croissance, et c'est un peu incontournable pour des problématiques à la fois de matière et aussi, encore une fois, de CO2. C'est aussi sur les infrastructures de bornes de recharge qui vont beaucoup se déployer. Alors, juste quand même un tout petit commentaire, c'est que là, on voit une belle croissance du chiffre d'affaires. Par contre, en valeur ajoutée, on n'est pas dans le même type de croissance parce qu'il y a quand même dans les nouvelles chaînes de valeur des parts très importantes qui sont liées au coût des matériaux et peut-être des premières transformations de ces matériaux qui ne vont pas forcément créer de la valeur en France. Donc, en termes de valeur ajoutée, on n'est pas tout à fait sur le même type de progression. Donc, voilà très rapidement donc, ce cadrage un peu général de l'étude. On peut passer au slide d'après et ça va être l'occasion pour moi de passer maintenant la parole à nos amis de Roland Berger qui vont nous présenter du coup tout le travail qui a été fait sur ces macro-segments, comment ils ont été ensuite segmentés pour identifier toutes les opportunités de marché. Mais peut-être juste avant de leur passer la parole, est-ce que vous avez des commentaires à faire éventuellement sur ces premiers éléments de cadrage de l'étude? Est-ce qu'il y a des choses qui vous dérangent ou qui vous questionnent? Oui, Daniel. J'ai étudié le document, donc j'ai fait des petits commentaires page à page que je vous laisse à disposition, je dirais. Mes questions principales sont les suivantes. On n'envisage pas dans le périmètre de l'automobile les segments LESF qui vont participer pour beaucoup aux nouvelles possibilités de mobilité. Et je vois mal apparaître les services liés à la flexibilité des mobilités, qui pourraient être aussi des services. Est-ce que vous les mettez avec logiciel et Par exemple, enfin, pour être assez concret, pour qu'on puisse voir un peu le débat qu'on peut avoir sur le périmètre? Oui, je pense au quadricycle, tricycle et consorts, c'est-à-dire tout ce qui est en dessous du segment M1.
D'accord. On a qui vont intervenir de plus en plus pour des mobilités, je dirais, locales ou des modes de mobilité multimodale, etc. Quoi, en service, même à la rigueur, en transport à la demande. Oui. Il y a tout un pan de la mobilité qui n'était pas considéré par l'industrie automobile directement, qui, à mes yeux, prend de l'importance et qui sera pris par d'autres acteurs si on ne s'en occupe pas. Oui. Bonne remarque, peut-être, Olivier, oui. Oui, peut-être pour séparer en deux dans ce que vous proposez, donc tout ce qui est vraiment service de mobilité, donc plus en aval de la chaîne de valeur, type autopartage ou développement du leasing, etc. Tout ça, effectivement, on n'a pas regardé parce qu'on est plus sur l'aval de la chaîne de valeur et que nous, on s'est concentré sur l'amont. Après, sur les quadricycles, c'est vrai qu'on n'a pas regardé d'opportunités, je pense, associées à la fourniture de pièces pour quadricycles. Ça peut être également un segment de croissance. Hein, vous avez raison, on l'a vu presque avec le développement de l'AMI en France qui a beaucoup boosté les chiffres du marché. Ouais. Une bonne remarque. Mais c'est vrai qu'à ce stade, mais ça pourrait être intéressant d'y travailler, on n'a pas beaucoup d'éléments, je dirais, de nature un peu quantitative. Qu'est-ce qu'on peut envisager comme montée en puissance de ces nouveaux types, disons, d'offres de mobilité, de quadricycles, de tricycles, etc. Pour le moment, ça a été quand même des chiffres assez limités, hein, quand même, par rapport au marché automobile globalement, et c'est pour ça qu'on ne l'a pas beaucoup mis en avant, tout en étant très ouvert, évidemment, à développer une offre beaucoup plus large qui réponde un peu à tous les besoins et avec aussi le souci de la sobriété, autant qu'on le peut en fonction des usages. Hein. Donc, je pense que c'est évidemment très positif. Mais c'est vrai que je ne sais pas si on a à disposition les uns ou les autres des chiffrages qui permettraient de quantifier un peu ce que ça peut représenter comme opportunité. Hein, parce que, à ce stade, ce n'est pas forcément des chiffres très élevés, mais c'est vrai que si on pense que ça peut devenir un peu significatif, Rémi, tu as sûrement des éléments là-dessus. Oui. Je ne sais pas. Mais... Non, mais bon, je pense que c'est effectivement une dimension à prendre. Ma petite remarque, c'est je vois dans les hypothèses là, que vous prévoyez une croissance lente, enfin légère, des ventes du neuf. Ça me paraît peut-être nécessaire en tant que scénario d'en avoir un autre où on n'a pas cette croissance, parce que je ne suis pas sûr que l'économie, parce que les ménages renouvellent encore plus leur véhicule. Mais c'était juste ça ne change pas forcément les conclusions qu'il y a après. Oui, c'est ça. Non, on est bon, d'accord, hein, c'est vrai que les hypothèses, elles sont toutes discutables. C'est quand même c'est une certaine stabilité, un petit peu de croissance, mais oui. Comme pour le taux d'électrification, on a choisi de prendre IHS, mais effectivement, on a une industrie cyclique, on n'est jamais à l'abri d'un cycle. Ça marche. Non, mais c'est une bonne... Alors ensuite, on a Vincent Vidal et Joran Angheim ensuite. Oui, ma question avait trait, est-ce que vous avez pris dans l'étude, à moins que les AP, mais tout ce qui est rétrofit? On a considéré le rétrofit au début, oui. Un rétrofit véhicule thermique en électrique. Voilà. On est parti dans Mais là encore, c'est vrai que on a des chiffres très très variés sur qu'est-ce que peut représenter le rétrofit en termes de volume. C'est vrai que notre analyse, mais qui peut se discuter, c'est que globalement, pour des raisons de nature, je dirais, un peu économique, dans pas mal de cas, en tout cas pour les véhicules particuliers, c'est quand même pas évident. Par contre, on a des créneaux de type véhicule ou des créneaux de véhicules peut-être plus lourds pour lesquels ça peut vraiment avoir du sens. Mais voilà, pareil, en ordre de grandeur, on n'est pas du tout sur les mêmes échelles que ce qu'on a au niveau du marché global. Ça fait partie des opportunités qu'on a là pour le coup considérées au départ, mais pas retenues dans les 30 qu'on a davantage explorées. Et je prends peut-être juste une question qui était dans le chat aussi. Si on a considéré l'hydrogène pour motorisation thermique.
Alors, du coup, hein, sur les acteurs, ça a moins d'impact parce que le principal avantage de cette direction éventuelle, c'est de ne pas trop modifier les chaînes de valeur actuelles sur le thermique. Donc, non, là, si on se base sur l'évolution du mix des powertrains d'IHS, c'est ce qu'on a partagé avec vous, hein. À la fin, on a en résiduel 1 ou 2% de thermique en production en Europe. C'est plutôt même destiné à de l'exportation ou des véhicules qui pourront avoir des dérogations plutôt qu'un développement fort de l'hydrogène sur moteur thermique. Mais ça, à chaque fois, hein, ce n'est pas des prises de position de la filière de dire on y croit, on n'y croit pas. Hein. C'est effectivement globalement, oui, pourquoi pas, hein, si c'est une solution qui permet d'envisager des véhicules quand même globalement dit zéro émission en analyse de cycle de vie avec l'hydrogène en injection, pourquoi pas. Mais c'est vrai que notre analyse, ça ne va pas changer globalement les ordres de grandeur sur les opportunités pour la filière. En fait, l'objectif principal, c'est de notifier les segments en passant. Si on passe d'une combustion essence à une projet, l'impact est limité. Merci Luc Marpac. Bonjour Luc. Oui, bonjour à tous. Je réagis sur 2 ou 3 choses sur l'affaire des quadricycles. Il y a une initiative assez intéressante qui est prise par Gabriel Plassa, qui s'appelle Extrême Défi et qui vise à constituer une filière de conception et de production sur les quadricycles. Si vous n'êtes pas au courant de cette initiative qui est soutenue par l'Europe, je pense que c'est intéressant de regarder et d'évaluer ce que ça a comme potentiel. Alors, ça ratisse large, mais ça peut aller assez facilement jusqu'à des quadricycles économiques. C'est assez intéressant, me semble-t-il. Ouais. Et puis le deuxième sur le rétrofit, mais tu l'as dit, juste le rétrofit, c'est surtout intéressant pour les PL ou les bus ou les trucks qui ont des longues durées de vie et où la carrosserie a du sens, enfin la durée de vie de la carrosserie a du sens et justifie un rétrofit. Donc c'était plutôt en appui de ce que tu avais dit. Merci beaucoup. Oui, Jochen, à un moment donné. Jochen, tu voulais aussi prendre la parole? J'ai retiré ma question parce que Vincent a déjà posé la question. D'accord. OK. Eh ben, merci pour ces premières questions. C'est très bien. Hein, c'est ce qu'on souhaite, hein, de l'interaction. Donc, ce que je propose, c'est que maintenant, donc, Olivier et Benoît vont nous présenter un petit peu la démarche, la méthodologie, et puis on pourra de nouveau un petit peu derrière. Bien sûr. Donc la démarche, vous l'avez compris, on a regardé, en fait, on est parti avec un périmètre le plus large possible de toutes les opportunités de croissance pour la filière. Donc on a identifié près de 120 segments, en fait, qui seront en croissance dans les 10-15 prochaines années et qui se répartissent selon les trois méga tendances rappelées par Marc: transition énergétique, transition numérique et puis transition verte. Et on a également regardé des business adjacents et des opportunités également en croissance qui, on va dire, rentraient pas dans les cases précédentes. Donc, sur la transition énergétique, on a regardé principalement 3 sous-domaines. Hein, donc, tout ce qui est électrification hors cellule, donc principalement tous les autres composants, batterie, une fois qu'on a mis les cellules de côté, tout ce qui est moteur électrique et tout ce qui est électronique de puissance. Ensuite, on a regardé également les composants qui sont spécifiques à une motorisation hydrogène. Et on a regardé cellules de batterie et matière, c'est-à-dire qu'on a été regarder l'étape aval, l'étape amont de la chaîne de valeur sur les matériaux actifs et puis l'étape aval également sur le recyclage. Ensuite, pour la transformation numérique, on a principalement regardé 2 sous-domaines: l'électronique logique, donc qui comprend le maillon de fabrication de cartes électroniques à façon, donc plutôt un positionnement rang 2 ou rang 2, voire 1 en fonction des cartes, et puis tous les équipementiers de rang 1 qui produisent des composants à forte teneur en électronique.
Et puis le deuxième bloc, c'est le logiciel en le décomposant sur tous les plus grands domaines logiciels qu'on peut trouver dans le véhicule. Ensuite, pour la transition verte, on a 2 sous-domaines, tout ce qui est économie circulaire, donc tout ce qui est recyclage, réutilisation, reconditionnement, que ce soit au niveau des pièces ou du véhicule. Et ensuite, tout ce qui est matériaux bas carbone, donc en fait, tous les matériaux qui sont fabriqués avec des alternatives aux produits pétroliers pour réduire leur empreinte carbone. Dans les business adjacents, on a surtout regardé tout ce qui est infrastructure de recharge, que ce soit pour hydrogène ou pour recharge électrique. Et puis également tout ce qui était diversification sur d'autres types de véhicules, notamment véhicules commerciaux et vélos. Et dans autres, voilà, on trouve des composants qui ne rentrent pas vraiment dans les cases qu'on a mentionnées précédemment et qui seront également en croissance dans les années à venir. Donc voilà pour le panorama. Et ensuite, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais vous trouverez vraiment la liste exhaustive de ces 120 segments de marché qui ont été creusés. Durant l'étude. Donc vous voyez tous les systèmes tous les systèmes sur l'électrification, en gros, tous les composants de batterie, tout ce qui est cellules, tous les composants hydrogène, et puis tout ce qui est lié au moteur électrique et à l'électronique de puissance, onduleurs, chargeurs à bord et puis convertisseurs DC. Donc ça, c'est une petite quarantaine d'opportunités. Ensuite, sur tout ce qui est électronique logique, là, vous allez retrouver toutes les principales ECU qu'il y a à bord d'un véhicule et également tous les principaux capteurs qu'on utilise pour les aides à la conduite. Et puis, vous retrouvez également les grands domaines logiciels, soit liés au système, à l'OS du véhicule, à l'infodivertissement, aux ADAS, au châssis, au body et à la chaîne de traction. Donc ça, en gros, c'est une trentaine d'opportunités. Ensuite, on a une quinzaine d'opportunités sur l'économie verte, en suivant un peu les 4 R de l'économie circulaire. Donc, avec la réparation, on a regardé les centres industriels de reconditionnement de véhicules d'occasion. Concernant la réutilisation, on a regardé la réutilisation de batteries en seconde vie ou la réutilisation de tout ce qui est pièces de carrosserie pour l'après-vente. Sur le reconditionnement, on a regardé le rétrofit qu'on a mentionné et puis la refabrication de pièces mécaniques. Et sur le recyclage, on a regardé également différentes opportunités comme le démantèlement industriel de véhicules hors d'usage et le recyclage de matériaux plus primaires. Et puis, il y a également un bloc avec tous les matériaux bas carbone, différents types de matières aujourd'hui issues des produits pétroliers, plastiques, élastomères, caoutchouc, noir de carbone, etc. Ensuite, sur cette page, vous avez tout ce qu'on a considéré dans les business adjacents, bande de recharge, station de recharge hydrogène, biens d'équipement et certains composants pour véhicules commerciaux, pour vélos. Et sur la dernière page, vous avez un peu les opportunités restantes pour vous donner quelques exemples des systèmes de freinage par fil, des systèmes de récupération de poussière de freinage, systèmes de direction commandés par fil, etc. Voilà. Une quinzaine d'opportunités également avec une forte croissance dans les années à venir. Voilà pour rendre un petit peu concret les segments que l'on a creusés. Je ne sais pas si vous avez des questions ou commentaires avant de
poursuivre avec la méthodologie du projet. Oui. Oui. Philippe Revel, bonjour Philippe. Bonjour à tous. Oui, j'ai une remarque qui porte sur les actions sur le parc. Je trouve que il faudrait le développer un peu plus, en particulier si on pousse l'utilisation de pneus à basse résistance au roulement, si on pousse l'utilisation d'huile très performante et ainsi de suite. Ce volet-là est pas très développé, alors que c'est un moyen d'action assez efficace à court terme, à la fois pour l'activité industrielle et pour le résultat en termes d'impact CO2. Donc, je pense que ça mériterait qu'on ouvre un chapitre un peu plus large sur le sujet. Aujourd'hui, nos opportunités sur le parc, ça va être principalement les opportunités de reconditionnement de véhicules d'occasion, de rétrofit qu'on a évoqué. Après, sur les pneus à faible résistance au roulement, on avait décidé de ne pas le considérer parce qu'au final, on le voyait moins comme une opportunité pour la filière en termes de positionnement sur ce marché, parce que au final, en fait, c'est pas complètement nouveau. C'est une tendance qui se poursuit et évidemment d'aller vers des pneus à plus faible résistance au roulement. Puis on pourrait ajouter ce qui risque d'intervenir dans les réglementations futures avec une plus forte résistance à l'abrasion. Mais on voyait plus, à vrai dire, les acteurs historiques rester positionnés sur ce segment. Donc on avait décidé effectivement de ne pas le prendre en Oui, compte. mais on peut avoir un changement assez important. Si on met par exemple sur les pneus, si on met un grand coup d'accélérateur sur les basses résistances au roulement, au niveau du marché de la prévente, on peut changer significativement l'ordre de grandeur de ce qu'on vend. Mais donc, Philippe, on est d'accord avec ça, simplement, tout ce qui concerne le parc automobile, après, c'est quand même beaucoup une question derrière de réglementation. C'est-à-dire, c'est quoi les leviers pour conduire les gens à aller dépenser de l'argent pour aller installer des pneus, effectivement, basses, etc. C'est-à-dire, ce qui est compliqué pour nous, c'est on est obligé de partir d'hypothèse de comment le marché va progresser dans les 15 ans à venir pour pouvoir proposer, voilà, parce qu'il y a quand même une responsabilité dans l'étude, c'est de ne pas aller embarquer des gens, de ne pas embarquer des gens dans des segments potentiellement en croissance, mais ils ne s'appuient pas sur quelque chose d'un peu précis. Donc on est assez d'accord là-dessus, simplement, c'est quoi les leviers qui pourraient conduire à une forte généralisation pour le parc, hein. Là, je ne parle pas des véhicules neufs, pour le parc. Pour moi, ça, c'est une des questions, quoi, parce qu'on est d'accord que c'est plutôt un levier qui est intéressant, hein, qui a du sens, qui apporte une vraie contribution. Simplement, comment on fait en sorte que ça devienne un peu naturel d'utiliser ce levier de façon un peu significative, quoi. Voilà, je trouve. Je suis tout à fait d'accord. Je pense qu'il faut imaginer des leviers supplémentaires, mais la réglementation n'est pas le seul. On peut avoir des incitations par des taxes spécifiques ou autres. C'est à discuter avec les pouvoirs politiques pour que c'est la même chose pour les huiles ou pour d'autres actions de ce type-là. Quelque chose qui incite les gens à aller vers des solutions plus performantes, plus que simplement aller vers des solutions qui sont les moins chères. Les chèques à 100 € pour ceux qui remplacent leur. Non, mais c'est oui, toujours. Oui, mais bon, faut être un peu créatif, okay. Là, mais il y a probablement des choses à faire pour embarquer en fait dans le mouvement des gens qui ne sont pas concernés aujourd'hui parce qu'ils restent avec la même voiture. Merci Philippe, en tout cas. Rémi? Oui, c'était juste, Philippe fait référence au document de la Filita qu'on a publié sur Carbon Neutral Mobility, qui a un gros chapitre sur le parc existant et qui montre l'importance de ça sur la décarbonation. Donc ça, éventuellement, hors réunion, là, on peut peut-être y revenir ensemble. Il y a une dimension là que vous pouvez peut-être reprendre aussi. On parle beaucoup de sobriété et donc l'éco-conduite. Je sais, Marc, on en a parlé quelques fois. C'est partie des axes possibles. Et en fait, il y a, pour que le conducteur fasse de l'éco-conduite sans se casser trop la tête,
il y a aussi des aides qui peuvent être faites via des applis ou des choses comme ça. Et ça, c'est aussi une dimension qui peut être vertueuse, puisque le client va quand même faire des économies sur son carburant au même moment où on décarbone, quoi. Bon, mais ça, je pense, hors réunion, on peut peut-être en reparler. Et je vous repousserai le document de la Phyvita là, qui peut aussi vous être utile, je pense. Merci beaucoup. Merci. On continue du coup. Oui, on continue. Du coup, quelques mots sur la méthodologie. Donc, on vous a présenté les 120 opportunités qu'on a considérées. On a eu une première phase où on a assez rapidement restreint le nombre d'opportunités à une trentaine pour pouvoir les creuser significatives. Et donc, cette sélection a été basée sur à la fois des critères d'attractivité du marché, on reviendra sur ces critères, et puis également des critères d'accessibilité du marché pour les acteurs industriels en France. Donc, étude qu'on a fait de manière light dans un premier temps pour passer aux 30 opportunités, puis ensuite on a approfondi ces critères. Et puis, sur les 30 opportunités creusées plus en détail, on a également regardé l'analyse sur l'impact sur l'économie française. On avait également la DGE, comme l'a rappelé Marc, qui est cliente de l'étude. Et puis, la dernière phase, l'objectif, c'était d'identifier quelques facteurs clés de succès, on va dire, pour que les industriels français puissent se positionner sur ces opportunités dans un contexte qui soit le plus intéressant pour eux. Rapidement 2 pages sur les critères qu'on a regardés, mais rien de très surprenant. Sur l'attractivité du marché, on a été regarder les tailles de marché, on en a déjà parlé sur quelques opportunités que vous aviez mentionnées. C'est quand même concentré sur les marchés les plus importants, avec les plus fortes croissances, les plus fortes rentabilités. On a regardé d'un point de vue fenêtre de tir, est-ce que il y avait encore une opportunité de se positionner sur ces marchés, ou est-ce que éventuellement un acteur arriverait un peu trop tard aujourd'hui. Et puis on a regardé les aspects, les impacts environnementaux de chacune des opportunités. Et puis, donc ça c'est pour l'attractivité du marché. Et puis pour l'accessibilité, on a regardé en fait à quel point les opportunités pouvaient résonner avec les avantages compétitifs de la France, ou au contraire ne pas mettre en avant des désavantages compétitifs. Donc, on a regardé par exemple le niveau d'automatisation, le taux de MOD. On a regardé l'intensité énergétique des process de fabrication, avec l'hypothèse peut-être un peu forte aujourd'hui, mais qu'on peut avoir une énergie relativement bon marché en France, et une énergie décarbonée qui peut être considérée comme verte, même si tout ça est la taxonomie est en discussion. Donc voilà pour la partie accessibilité. Et puis sur la dernière page, on a résumé un peu tous les critères liés à l'impact pour la France de ces opportunités. Donc, je ne sais pas si tu veux passer à la page suivante, mais en gros, on a regardé quel emploi allait être créé, quel type d'emploi allait être créé, est-ce qu'il y a un impact sur la balance commerciale, est-ce qu'au-delà des emplois directs, il y a des emplois qui sont créés en amont ou en aval, et est-ce que ça contribue à la souveraineté technologique et économique de la France. Voilà les différents critères qu'on a regardés pour les aspects méthodologiques. Et peut-être un dernier point sur la méthodologie, on va vous présenter la liste des 30 opportunités retenues. Il y en a également une dizaine que l'on n'a pas étudiées en détail, mais non pas parce qu'elles n'étaient pas attractives, mais plutôt parce qu'elles avaient déjà été explorées par l'industrie, ou parce qu'elles étaient un petit peu trop long terme ou un petit peu trop éloignées
de l'écosystème de la sous-traitance français que vous avez sur cette page. Hein. Donc certaines sont de taille assez significative, hein. Comme tout ce qui est fabrication de puces d'électronique de puissance, assemblage de moteurs électriques. Je laisse. Voilà, pour être clair, hein, c'est vraiment des segments qui nous paraissent hyper importants et qui constituent effectivement des vrais développements. Hein. Simplement, dans la plupart des cas, ils ont déjà été pas mal appréhendés, d'ailleurs souvent par des grandes entreprises, des secteurs type puces, SiC et GaN, effectivement, qui sont un peu spécialisés là-dedans, voilà, qui ont déjà été pas mal documentés. Donc, c'est pas du tout pour dire c'est de la seconde priorité par rapport aux 30 opportunités détaillées, simplement, ça n'avait pas beaucoup de sens de les détailler davantage parce qu'ils sont déjà pas mal documentés et déjà quand même pas mal occupés. Mais c'est quand même important comme élément. Et je vais peut-être rebondir aussi parce que sur les commentaires qu'il y a sur le périmètre, on est que sur le périmètre traditionnel de l'automobile, on n'écarte pas assez sur les nouveaux domaines. Enfin voilà, tous les débats qu'on vient d'avoir, les quadricyclés. Juste simplement, nous, ce qu'on voulait dans l'étude, c'est être quand même un peu concret pour les entreprises d'aujourd'hui. C'est-à-dire, on se projette bien sûr à 2035, mais on a essayé quand même de cibler des segments où il y a des potentialités de se développer maintenant. Hein, c'est-à-dire, voilà, et c'est ça qui n'est pas toujours évident. C'est-à-dire, on peut voir des tendances lourdes qui vont conduire à. Après, la difficulté aussi, c'est que des fois, voilà, on s'engage très fort dans quelque chose et puis en fait, le développement il est beaucoup plus lent que ce qui était envisagé. Et voilà, on a quand même essayé de se cibler sur des segments pour lesquels il y a potentiellement dès aujourd'hui des opportunités pour se positionner de façon un peu significative. Après, tout peut se débattre hein, et tout peut se discuter. En tout cas, notre volonté, c'est pas de rester figé sur l'automobile d'hier, hein, surtout pas, au contraire, hein, c'est bien le but. Et on a quand même regardé assez large, mais toujours sur des segments où il y a quand même du volume, quoi, hein, potentiellement. Ah, voilà, c'était le petit commentaire que je voulais rajouter. Donc voilà, donc ça c'est un peu la partie méthodologie. Avant d'aller un peu plus dans l'analyse de ces 30 segments, est-ce que vous avez des interrogations sur cette méthode ou pas? Enfin, est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez des titres? Bon, on a aussi quelques commentaires hein, dans le chat plutôt sur la partie objectif qu'on se donne en matière de matières recyclées, incorporées, etc. Bon, mais globalement, vous le verrez, on a quand même pris des hypothèses assez ambitieuses hein, quand même sur l'économie circulaire, bon, qui ne sont pas gagnées, mais qui font effectivement partie aussi du cadre réglementaire. Pas de commentaires sur la méthodo? Non? Ben, parfait. Ben, du coup, on peut à ce moment-là continuer sur un peu la synthèse. Ouais, donc synthèse des opportunités. Enfin, déjà, avant de passer à la synthèse, on vous présente les 30 opportunités qu'on a retenues. Hein. Donc, je passe rapidement, mais tout ce qui est composant pour moteur électrique, rotor stator, le réducteur, petite électronique de puissance l'onduleur, les busbars, les systèmes de refroidissement batterie, le pack batterie en lui-même, la junction box et la fabrication de cartes électroniques de puissance à façon. Ensuite, pour l'hydrogène, on a retenu les plaques bipolaires et les membranes. Pour les cellules de batterie, les prochaines générations de cellules. Hein. Et puis, en amont, les matériaux actifs pour batterie et en aval, le recyclage. Sur l'électronique logique, on a retenu LIDAR, les systèmes de nettoyage de capteurs. Si on continue sur la page suivante, on a retenu également tout ce qui est affichage tête haute, smart surface et fabrication de cartes électroniques logiques à façon. On a retenu le logiciel, on a retenu les centres de reconditionnement de véhicules d'occasion, de démantèlement de véhicules hors d'usage, recyclage du plastique, refabrication de pièces. Pour les opportunités bas carbone, les plastiques biosourcés, le biobutadiène, le noir de carbone vert. Pour les infrastructures de recharge, les bandes de recharge électriques. On a retenu les moteurs électriques de vélo et ensuite les vannes intelligentes et les systèmes de récupération de poussière de freinage. Donc voilà les 30 opportunités qu'on a retenues sur les 120 présentées précédemment de par les filtres d'attractivité et d'accessibilité du marché.
Donc ensuite, sur chacune de ces 30 opportunités, on a réalisé une étude détaillée en fait de marché, hein, où vous verrez les drivers du marché, un dimensionnement du marché, une estimation de sa rentabilité, une présentation de la concurrence, présentation de la structure de coût importante sur ces opportunités pour juger de la pertinence d'une industrialisation en France et niveau d'investissement requis, et puis les impacts sur l'économie en Europe et en France. Et du coup, dans la section suivante, on vous présentera, pour que ce soit assez concret, deux marchés que l'on a détaillés parmi les 30. Et après, les autres études détaillées seront mises à votre disposition. Maintenant, si on prend un peu de recul et qu'on regarde la synthèse des opportunités, ce que vous voyez représenter, c'est le marché de la sous-traitance au total, automobile. Nos opportunités, elles couvrent une grosse moitié du marché à 2035. Donc, voilà, on a sélectionné que 30 sur 120, mais c'est vrai qu'on a quand même une grosse partie du marché. Ensuite, si on passe à la page suivante, ces opportunités, cette trentaine d'opportunités, elles représentent aujourd'hui un marché de 42 milliards et qui sera multiplié par 4 d'ici 2035, atteindre près de 180 milliards, avec un gros bloc sur les cellules, bien sûr, de batterie, un autre gros bloc sur tous les composants liés à l'électrification hors cellule, et puis ensuite tout ce qui est économie circulaire, troisième principal bloc, et le quatrième, c'est tout ce qui est électronique logique. Si on regarde la synthèse en termes d'emploi au niveau européen, on estime que c'est 245 000 emplois qui peuvent être créés sur ces opportunités d'ici à 2035. Donc, si on prend la part de la France à peu près, si on prend une quinzaine de pourcents, voilà, on parle d'un enjeu de 35 à 40 000 emplois en France créés par ces nouvelles opportunités. Disons un enjeu central, si la France arrive à prendre quelque part sa part de marché naturel sur ces opportunités. Après, ça pourrait être moins ou plus en fonction de la sous- ou surperformance au global du tissu des équipementiers d'ici à 2035 sur ces segments. Alors, ça rejoint un peu les ordres de grandeur qu'on peut avoir, parce qu'on sait sur les batteries, les gigafactories de batteries, un petit peu l'amont, et on sait que ça peut faire 15 000, 20 000 emplois. Après, l'autre gros morceau, c'est l'économie circulaire. Mais l'économie circulaire, ce n'est pas forcément des emplois dans des entreprises qui relèvent traditionnellement de la filière automobile. Bon, et globalement, ces potentiels 30 000, 35 000 emplois, c'est quand même à mettre au regard des pertes estimées à au moins 65 000 emplois d'ici à 2035. Bon, c'est clair que l'étude ne donne pas le sentiment qu'il est évident de pouvoir avoir un solde positif par la transformation vers l'électrique, quand même. Mais ce n'est pas complètement négligeable si on arrive effectivement à tirer notre épingle du jeu au sein de l'Europe, ce qui est aussi un défi par rapport à ça. Mais voilà, on pourra en reparler sur les ordres de grandeur au niveau des emplois, mais ça paraît pas incohérent avec les éléments qu'on a eus jusqu'à présent sur ces évolutions d'effectifs entre perte et création d'emplois. Et ça termine, je pense, la synthèse sur les opportunités. Est-ce que peut-être avant, parce que vous présentez, si vous illustrez, puisque vous avez à disposition les 30 fichiers sur les 30 opportunités, ce qu'on vous laisse, c'est en prendre 2, et puis vous commentez rapidement ce qu'il y a dedans, comme ça vous donne un peu envie d'aller regarder éventuellement. Est-ce qu'avant de présenter rapidement ces 2 opportunités comme illustration, est-ce que par rapport à ce premier élément un peu de synthèse, vous avez des réactions ou pas?
Pas particulièrement. On présente les deux opportunités, puis après, voilà, si vous pouvez éventuellement réagir, n'hésitez pas. Merci. J'espère qu'on m'entend bien. Sinon, dites-moi si ça n'est pas le cas. En tout cas, dites-le dans le chat plutôt. On va vous présenter deux opportunités. Le but n'est pas de rentrer dans le détail des typages, faute de temps, je pense, mais on va pas simplement faire une revue page par page en disant simplement le. On aura donc la partie compartiment batterie et une partie électronique de puissance. Donc sur le compartiment batterie, à part si je prenne, je sais pas comment je vais faire. On surpasse un petit peu sur ce que Olivier vous a présenté rapidement en termes de structure de documents. Donc, on a une première page de résumé sur les 3 grands domaines qui sont ensuite détaillés dans les pages. Donc, en termes d'attractivité marché, pour le compartiment batterie lui-même, on est quand même, si vous l'imaginez bien, sur un marché quelque peu porteur, car tiré par l'électrification. Et bien sûr, il y a toujours des débats, comme on a pu en avoir au tout début de cette réunion, sur les cibles à telle ou telle date, à 5, 10 ou 15 mois. On ne peut pas non plus nier une tendance à une augmentation rapide de la part de l'électrification dans les ventes et donc dans la production en Europe. Sur les compartiments batterie, vous allez voir sur les pièces qui nous concernent, mais on est quand même relativement proche des savoir-faire des équipementiers en France, voire des constructeurs, puisqu'on est sur du travail du métal, donc beaucoup d'emboutissage, de laminage un petit peu, mais surtout de l'emboutissage et de l'usinage. Et je pourrais conclure sur la partie attractivité pour la France, mais c'était une dimension que je vais travailler tout à la fin qui sera plus globale, ou est-ce qu'en fait en France on a une carte à jouer un petit peu différente, et là on sent un petit peu, c'était d'ailleurs apparu dans le chat, qu'avec les productions plus vertes d'acier, en tout cas de métaux ou de matériaux plus largement, on peut se positionner à une petite fenêtre d'opportunité en France. Pardon, une petite sur la suite. On voyait donc, on a une description technologique du produit, donc à découper de manière relativement simpliste, hein, évidemment, en 4 grands composants, donc la couverture, ou enfin, la top cover du haut, le trait lui-même, le tiroir, l'intégration de la partie refroidissement, qu'on détaille d'ailleurs dans une autre opportunité, et le plancher lui-même qui protège la couche inférieure du véhicule, avec des procédés de fabrication qui sont relativement classiques sur l'usinage du métal. Ensuite, on a essayé de se pencher sur la valeur de ce battery pack, ce compartiment batterie, pardon, au sein même du battery pack, qui n'est pas négligeable, hein, évidemment, la majeure partie de très loin de la valeur d'un pack batterie réside dans les cellules, mais on est quand même sur environ 5% de la valeur totale dans le compartiment lui-même, donc sachant qu'un pack batterie évolue entre quelques milliers d'euros, entre 8 à 10 000 euros, voire plus, selon la gamme du véhicule. Si on passe à la suite, on s'est posé la question également, et vous verrez, c'est résumé dans la partie différenciation technologique, sur le risque en fait qui serait posé par ce qu'on appelle en bon anglais le cell to châssis, donc c'est-à-dire une intégration accrue des cellules dans le châssis lui-même ou dans un skateboard, qui fait qu'on on pourrait réduire potentiellement la valeur même du compartiment batterie, puisque une partie de soit de la couverture, soit du plancher serait intégrée directement dans la partie châssis, et donc sortirait quelque part d'un potentiel pour un fournisseur de compartiment batterie. Bon, à l'horizon qu'on se donne, on ne l'identifie pas comme une menace, pas inexistante, mais en tout cas pas forte. Une partie en fait de ces volumes concerne des segments assez premium, et même parmi ceux-là, on est sur des segments très premium. Et il y a en fait pas mal de problèmes sur la maintenance qui sont posés, alors que les constructeurs eux-mêmes sont en train de réfléchir à simplifier cette maintenance. Donc la menace existe, mais ne sera pas forcément annihilatrice pour le compartiment batterie. Donc en conclusion, on a ces valeurs de marché, donc on a une croissance de marché tirée par l'électrification de manière assez mathématique. Et on voit aussi une croissance sur le prix unitaire, donc qui est tirée par 2 facteurs. En Europe, disons, un renchérissement du prix des matériaux, surtout si c'est le cas d'ailleurs, on part sur des métaux plus verts, mais également par un renchérissement, disons, un peu plus structurel du compartiment batterie tiré par un design un peu modifié, quelque chose de plus léger, un meilleur accès aux cellules. On sent qu'en fait, on est encore sur un besoin de complexification technologique du pack batterie au global, et donc aussi du compartiment batterie. Légèrement contrebalancé par le fait que justement on cherche à alléger au maximum le compartiment batterie,
et donc à réduire la part, la part matière dans tout ça. Pour la chaîne de valeur, elle est relativement classique, disons, dans le sens où elle est quand même assez établie entre les fournisseurs de matières premières, en tout cas de tôle, disons, que ce soit acier ou alu. Les processeurs, donc on a les noms assez classiques sur les emboutisseurs globalement. Mais on a ajouté également sur cette chaîne de valeur, même si ce n'est pas l'opportunité elle-même, les autres fournisseurs de composting en batterie. Donc, vous voyez Valeo qui pourrait fournir par exemple la gestion thermique, ou de la cooling plate ou autre, sachant qu'en fait, ce qu'on illustre dans cette chaîne de valeur, c'est que tous ces fournisseurs, que ce soit les emboutisseurs ou les fournisseurs d'autres composants, en fait, s'adressent directement aux constructeurs en général, mais on a aussi des intégrateurs de pack batterie. Ensuite, sur les 2 autres pages, on a une évaluation plus qualitative d'autres critères, donc que ce soit sur l'attractivité marché ou sur l'accessibilité marché, puisqu'on a essayé de, au-delà de la croissance de marché, essayer de tirer un petit peu, de comprendre quelle était la position pour les acteurs en France et aussi quels étaient les intérêts pour la France. Donc, par exemple, ici sur l'attractivité marché, donc je citais plus haut qu'il y avait quand même quelques questions sur la roadmap produit et le risque, par exemple, de l'intégration châssis plus forte, mais globalement, on est quand même sur un risque réduit puisque tout est tiré par un tel besoin d'électrification qu'il y aura quand même des volumes pour les sous-composants du compartiment batterie. Je ne vais pas dire paradoxalement, mais on pourrait se poser des questions sur la différenciation technologique. En réalité, sur la partie process, elle est relativement réduite, puisqu'on va rester sur les mêmes process de travail du matière, et elle va peut-être plutôt se porter sur de nouveaux grades de métaux, mais qui ne sont pas vraiment le cœur de cette opportunité, qui se porte plutôt sur le process matière. Donc, au vu de l'explication, on a quand même toujours une grosse fenêtre d'opportunité. On a aussi quelques potentiels de diversification, mais qui sont plus réduits en volume dans les véhicules commerciaux. Et pour conclure sur cette partie attractivité marché, un gros facteur d'activité pour la France est la contribution environnementale. Donc, on pourrait évidemment, de manière un peu simpliste, dire qu'on contribue à l'électrification du parc, en tout cas des ventes en premier lieu. Et donc, on a une contribution positive. On est quand même sur une activité manufacturière. Ce qui compte principalement, c'est d'être capable de se sourcer en matériaux verts. En France, avec l'énergie décarbonée, notamment les projets dans le nord de la France, on a une petite fenêtre d'opportunité. Pas limité à la France, ne soyons pas trop optimistes. Sur la partie accessibilité, alors évidemment, il y a des capex qui ne sont pas négligeables. On parle de presse et autres qui supportent des investissements qui se portent en plusieurs dizaines de millions d'euros pour environ plusieurs centaines de milliers d'unités par an, voire quelques millions. Toutefois, on parle de savoir-faire qui sont maîtrisés par la filière en France et par des acteurs en France. Donc, et avec des acteurs français qui sont en ligne, enfin par acteurs, j'entends les constructeurs français qui sont en ligne avec les sites d'électrification en Europe. Donc globalement, ils ont une partie accessibilité qui est plutôt positive. Pour conclure cette opportunité, on s'est évidemment penché sur la partie structure de coût et disons empreinte industrielle. Donc sur la structure de coût, c'est bien qu'on est sur une majorité de coûts matériaux au vu de l'opportunité elle-même, mais il ne faut pas négliger l'amortissement des capex. Donc on met environ 10%, donc évidemment tout ça est assez indicatif, et aussi le coût d'énergie puisqu'on est sur l'emboutissage qui permet de réduire un petit peu le poids de la matière dans la structure de coût pour un industriel qui industrialiserait toute partie des sous-composants d'un pack batterie. On procéderait à l'emboutissage, voire à l'assemblage de ces composants. Et on donne l'exemple pour l'industriel d'un acteur bien connu, Benteler. Pour conclure sur cette opportunité, donc pour ouvrir un petit peu sur, puisqu'on interagit, on fait ce projet aussi en cadre en lien avec la DGE, c'est poser la question d'un potentiel d'emploi. Donc tout ça est drivé, si vous voulez, par, je ne vais pas refaire toute la cuisine, mais disons un site type avec un production type, capacité type et un setup industriel en termes d'emploi direct et indirect type. Et on aboutit en fait à cet ordre de grandeur pour la création d'emplois à environ 3000, sachant qu'il y a déjà des capacités en poste, évidemment, en Europe. Et donc, comme disait Marc plus tôt, aujourd'hui, on pense que le potentiel pour la France est un peu plus de 10%, peut-être 15%. Ça carboné, potentiellement
disons, un poids pour la France et conserver, voire un peu renforcer sur cette positionnement. Voici pour cette opportunité. Peut-être avant de passer à la suivante, quelques réactions. Alors, je n'ai pas suivi sur le Oui, il y a pas mal de réactions, effectivement, déjà, un petit peu de commentaires. Il y a à la fois, est-ce que réellement c'est des opportunités pour la France? Parce que on voit bien que la Chine a beaucoup d'avance sur tout ce qui tourne autour des batteries, qu'il y a des investissements qui se font partout, y compris en Afrique du Nord. Et oui, de toute façon, rien n'est acquis. Soyons clairs, mais en même temps, on voit bien qu'il y a quand même des projets. Et comme on est dans une activité où il y a quand même une intensité carbone assez importante, c'est quand même, ça peut être potentiellement un atout. Et en tout cas, si on a les gigafactories de batteries, on a intérêt à avoir un peu toute la chaîne. Donc c'est quand même, et puis il y a quand même pas mal de projets. Mais on est d'accord sur le fait que rien n'est gagné. De toute façon, rien n'est évident. Ça, c'est triste à dire, mais dans les 30 opportunités, à part l'économie circulaire, il y a quand même peu d'opportunités qui sont directement peuvent pouvoir des emplois en France. Le point que tu soulèves est intéressant, c'est que tout ça est aussi dans le cadre de la DGE, mais il y a deux aspects. C'est premièrement, est-ce qu'on veut avoir une chaîne de valeur à peu près résiliente sur toute la chaîne de traction électrique, donc les cellules évidemment, mais également les autres composants comme celui-ci. Et après, il y aura une concurrence potentielle avec notamment l'Afrique du Nord, puisque c'est vrai que les compartiments batterie, enfin les pièces pour compartiment batterie, puisqu'en fait, c'est très rare de shipper un compartiment batterie assemblé, qui prendrait la place et qui permettrait d'espérer qu'on le laisse en France. On va plutôt expédier les sous-composants, donc on a des plaques qui peuvent très bien s'empiler. Effectivement, au Maroc notamment, on a beaucoup de projets d'énergie à bas coût aussi et décarbonés. Donc de la concurrence, mais là c'est sur une question stratégique avec la France qui dépasse même le cadre de l'automobile en fait. Donc c'est effectivement le cas. Donc à voir. Ça est aussi tiré par un autre facteur qu'on n'a pas dit aujourd'hui et qui est plus vrai pour les cellules de batterie, un peu moins vrai pour cette opportunité, mais quid des volumes assemblés en France finalement. Donc, si on parle des deux mêmes constructeurs qui ont justement des bases installées dans le pays qu'on vient de citer. Merci. Il y a Mathieu Dalman qui voulait prendre la parole. Mathieu, oui, bonjour, Mathieu Dalman, Forestia. Moi, j'ai une question sur ce produit. Quid de la taille de la pièce par rapport au coût logistique? Et quand on voit Benteler qui n'a aucune usine en France, est-ce que nos gigafactories et quand nos constructeurs vont développer leurs usines en France de véhicules électriques, est-ce que les constructeurs vont demander à leurs fournisseurs d'être proches de chez eux pour produire ces pièces, puisque potentiellement le coût de transport va être exorbitant vu la taille de la pièce? Le coût ne sera pas forcément exorbitant justement sur toutes les sous-pièces. On n'a pas fait l'estimation logistique tierce perplexe au vu du timing, mais je pense quand même qu'une partie de ces sous-composants s'expédie bien justement. Donc oui, l'exemple de Benteler le montre, parce qu'on peut, tout dépend du design du constructeur, mais on peut quand même imaginer raisonnablement d'en empiler pas mal dans un conteneur, disons. C'est effectivement un risque, disons, alors, pas logistique, mais disons un risque d'un finalement faible coût des logistiques par pièce. C'est vrai. Merci. Merci bien. Et puis à l'inverse, il y a eu pas mal de commentaires sur le fait que toute la question de la réparabilité, la réutilisation des packs pour éventuellement d'autres usages, les sous-comptes. Enfin voilà, il y a pas mal évidemment d'éléments un petit peu autour. Là, oui, globalement, on apporte des éléments de réponse, mais tout ne résout pas immédiatement. Il y a, oui, une fois encore très peu d'opportunités, à part les cellules et l'économie circulaire, où on peut espérer être vraiment, disons, verrouillé quelque part par le besoin d'être près des usines d'assemblage. Il y a Ludovic Parti qui a levé la main. Bonjour Ludovic. Écoutez, en tout cas, moi je voulais réagir en vous félicitant effectivement du détail des 30 opportunités, même si on aurait aimé les 120, mais je pense que c'est un boulot énorme. Mais j'ai des tableaux qui suivent au poil de cul, sauf qu'en fait, il faut rouvrir les devis, parce que nous, on a fait une... Un micro. Oui, vous m'entendez? Oui, c'est bon. Oui, pardon. Oui, donc oui, félicitations pour ces 30 opportunités. C'est vraiment un appui réel pour les entreprises, notamment les PME, qui vont pouvoir, avec lesquelles on va pouvoir détailler effectivement un certain nombre d'opportunités, même si on aurait aimé effectivement les 120 dans le détail, mais je pense que c'est un boulot colossal. Effectivement, dans les commentaires, il y a beaucoup de choses qui disent qu'il y a d'autres sujets qui peuvent être intéressants.
C'est vrai qu'on aurait pu détailler aussi un peu les véhicules alternatifs pour tout ce qui est ZFE, livraison, nouveaux véhicules pour les derniers kilomètres, etc., qui peuvent être aussi une opportunité. Néanmoins, l'étude est plutôt complète. Peut-être un petit bémol concernant les matériaux qui peuvent être utilisés en fait dans les différentes fonctions qui, au regard de l'étude, n'est pas complètement très précis. Mais bon, peut-être que vous n'aviez pas les éléments. Voilà, en tout cas, bravo. Pour les compartiments batterie, vous voulez dire, vous pensez à quel type de pièces en composite ou des choses plus innovantes? Oui, ou simplement en fait effectivement citer pour chacune des fonctions les matériaux qu'on pourrait trouver aujourd'hui et peut-être demain en termes d'évolution et d'innovation qu'il pourrait y avoir sur ce genre comment dire, ce genre de pièces. C'est vrai que ça faute de temps, on n'a pas eu, pour être honnête, on n'a pas pu approfondir les choses un peu plus disruptives sur cette pièce. C'est vrai qu'il y a des opportunités qui sont très prospectives. Je ne sais pas, je peux penser aux précurseurs de matériaux de batterie, et d'autres qui sont un peu plus court terme. En tout cas, par court terme, j'entends déjà existantes, notamment cette opportunité sur laquelle on s'est peut-être un peu plus concentré sur les technologies existantes, en effet. S'il fallait aller un cran plus loin, au-delà des aspects logistiques qu'on vient de détailler, on peut peut-être poser la question d'un compartiment batterie dans 10 ans, à quoi il pourrait ressembler. Je suis d'accord avec vous. Il y avait une question quand on discutait des experts, qui étaient plutôt, des experts internes, Roland Berger et externes, qui étaient plutôt sur l'intégration du pack batterie dans le châssis. C'est pour ça qu'on a fait une page dédiée. C'était le risque qu'on voyait en premier lieu et qu'on voulait éclaircir. Donc, on n'est pas allé plus loin sur un aspect non-risque qui était est-ce que finalement on ne peut pas avoir une carte à jouer en France sur des matériaux un peu plus innovants ou à plus haute valeur ajoutée. Une chose qu'on peut. J'ai pas la réponse à ça tout de suite, mais quelque chose qu'il faut anticiper, qui fait peut-être qu'on n'a pas approfondi cet axe, c'est qu'en fait, il y a quand même un gros aspect, et on commence tout juste à toucher en Europe, voire en France, de réduction des coûts en fait sur la chaîne de traction électrique, et qui fait que sur des solutions plus innovantes, mais aussi plus chères, c'est pas vraiment sur une priorité des constructeurs. Il y a une main levée de... Oui, Jérôme Rodriguez, oui. Bonjour Jérôme. Oui, bonjour, merci pour l'étude. Moi, j'ai une question qui concerne la réglementation liée au compartiment batterie et plus spécifiquement sur la question d'avoir des contraintes pour les constructeurs de devoir de les obliger à permettre le remplacement de la batterie en cours de vie du véhicule, puisqu'on sait aujourd'hui que pour certains véhicules électriques, ces batteries sont remplaçables et pour d'autres, elles ne le sont pas. Et du coup, si ça devient une contrainte réglementaire, je pense que ça peut aussi avoir une influence sur la supply chain et sur la proximité des fabricants par rapport soit aux usines de recyclage. D'accord avec vous, effectivement, notamment en termes de maintenance également, en termes de service, au-delà de l'aspect produit. Ensuite, c'est un peu difficile encore, vu le parc, la taille du parc, je sais pas, on est peut-être à 1% de pénétration en France, électrique et encore, sur le besoin de remplacement, en fait. Quelle sera la fréquence? Parce qu'on peut imaginer aussi, si j'ai été très pessimiste, d'avoir un site de production du neuf, hors de France, non, hors d'Europe, hélas, et avoir proche un site d'aftermarket, en fait, et qui serait relativement réduit en capacité. Bon, tout ça est encore prospectif, mais oui, c'est un point à considérer. C'est sûr que ça impactera fortement, mais au final, aujourd'hui, on constate plutôt des constructeurs qui vont vers des modules plus gros, donc plutôt une moindre réparabilité. Effectivement, c'est une question qui va rapidement se poser. Je n'ai pas en tête de réglementation. Oui, la réglementation européenne sur les batteries, là, je n'ai pas en tête exactement ce qui est dit, mais il y a des choses. C'est recyclage. Oui. Par ailleurs, quand on voit le décret là, tout récent sur l'éco-conditionnalité du bonus pour l'achat des véhicules électriques, les pouvoirs publics ont prévu comme critère pas seulement les émissions CO2, enfin l'empreinte carbone de la fabrication du véhicule, mais aussi des critères autour de la réparabilité de la batterie. Donc, je pense qu'en tout cas, c'est un sujet qui va monter et c'est une évidence que si on se retrouve assez vite avec, dès qu'on a le moindre petit problème sur la batterie, on ne sait plus quoi faire du véhicule ou que ça devient très compliqué, ça va être un gros problème. Donc, à mon avis, la réglementation, je ne sais
pas exactement ce qui est déjà intégré, mais je crois qu'il y a pas mal de choses. Et il y aura, à mon avis, nécessairement de plus en plus de choses là-dessus. Je sais pas, Rémi, voilà. Et oui, en fait, avec Jean-Philippe Hermine, donc l'IDRI et puis la PFA, là, il y a eu la FISITA, on avait fait un courrier à la commission en ce sens. La FISITA, on a reçu une réponse, je ne sais pas si vous en avez reçu de votre côté, qui indique qu'ils sont, en ce moment, ils collectent les réactions, ce premier projet fait par le JRC pour élaborer leur réglementation début de l'année prochaine. Donc, en fait, c'est une période pendant laquelle il y a moyen quand même d'échanger avec la Commission. Mais par rapport au point qui est évoqué, par rapport aux menaces, entre guillemets, chinoises, il n'y a qu'une réglementation européenne qui peut effectivement favoriser une réparabilité, etc. Donc, ça c'est un axe extrêmement important. Nicolas Nivard évoque le passeport oui. européen pour les batteries, hein, et c'est sûr, enfin voilà, il va y avoir des choses. Ce que je comprends de ce que tu dis, Rémi, c'est que ça va être des actes délégués de la Commission européenne sur cette partie réparabilité, quoi. Et donc c'est en fait dans les mois qui viennent que là c'est important de bien peser, quoi. Voilà. Jean-Louis Baudin également. Bonjour. Attendez. Micro est... Allô, vous m'entendez? Voilà. Oui. Bonjour. Oui, bonjour à tous, Jean-Louis Baudouin, MKS Atotech. Donc, vous avez parlé de 10 à 15% de business pour la France. Où se situent les 90-85 autres pourcents? On n'a pas fait un découpage d'opportunités dans toute l'Europe, en effet. Là, on est vraiment sur des emplois en Europe, communauté européenne. Et oui, il y aura une grande partie, sûrement un poids qui va se porter alors, par rapport à la France en Allemagne, mais surtout en Europe de l'Est. On n'a pas fait une ventilation 90, c'est vrai. Enfin, c'est une part classique. 15%, c'est plutôt la fourchette haute de la part à la fois du marché, de l'industrie haute. C'est vrai que je pense qu'il y a l'Espagne aussi qui peut tirer son épingle du jeu. Alors oui, si vous voulez, comme dit Marc, c'est un potentiel qu'on essaie d'établir. C'est-à-dire on est parti du potentiel en Europe, basé sur une production en Europe. Il y a quand même en comptant disons que le fait que les constructeurs chinois vont établir une production en Europe, on vient avec leurs fournisseurs, mais ça c'est un autre débat. Il y a quand même le fait qu'une grande partie de la production européenne, des ventes européennes vont être produites à moyen terme en Europe. Sûrement aussi un durcissement de la communauté européenne par rapport aux importations de Chine, mais bon, ça c'est un autre débat. Et après, pour la partie française, disons que c'est le potentiel qu'on établit auquel on pense on ne pourra pas vraiment plus aller plus haut. Donc c'est vrai c'est plutôt un risque à la baisse de se dire peut-être qu'il y a le risque disons que rien ne se fasse en France, en tout cas pas avec cette ampleur, il est quand même illusoire de penser qu'on peut aller plus loin. Il y a quelques autres opportunités, on ne va pas les détailler aujourd'hui, mais par exemple parce que là on est quand même sur un nombre de sites pour les compartiments de batterie qui reste en Europe, pas beaucoup de dizaines, mais on n'est pas sur 4 sites en Europe, il y en aura peut-être une vingtaine, mettons, je ne sais pas. Donc il y aura une répartition géographique de ces sites. Il y a d'autres opportunités. Je pense aux biomatériaux où on est sur des choses avec des très grosses capacités très rapidement, où on pense qu'on aura plutôt que 3-4 sites maximum en Europe. Donc là, c'est est-ce que la France arrive à capter et donc mathématiquement à capter 25% des emplois. Mais c'est assez rare, c'est vrai. Sur la plupart des opportunités, on reste sur un schéma traditionnel, comme dit Marc, où quand même un nombre raisonnable de fournisseurs en Europe, dont chacun plusieurs usines, et peut-être qu'en France, on en captera une ou deux. Voilà. Et merci, parce que il est clair que la chaîne de traction, elle est surtout intégrée chez Stellantis et chez Renault. Donc, il ne reste pas grand-chose après. Ah oui, il n'y aura pas vraiment d'exportation pour BMW, Mercedes. Soyons clairs là-dessus. Parfait. Et il y a encore une question. François Augnier. Oui, François Augnier de MAT Friction. Ma question, c'est très bien, je comprends les opportunités, mais les opportunités ne pourront se réaliser que si on a une main-d'œuvre formée et adaptée à la future demande, parce qu'en fait, c'est quand même un gros changement en termes de la qualification du personnel, tant au niveau première monte que de la rechange. Qu'est-ce que la filière a prévu de faire pour ça? Alors, on a plein de projets autour de ces problèmes, effectivement, à la fois
d'attractivité de la filière, de formation. Donc là, dans le contrat de filière, on a pas mal de trucs. C'est un énorme sujet. On a eu des témoignages d'ailleurs d'entreprises là, il n'y a pas longtemps qui avaient des beaux contrats qui n'ont pas pu faire en France parce qu'ils n'arrivent pas à recruter. Donc on a quand même un gros sujet là-dessus. Donc c'est vrai que pour nous, c'est important et je dirais, enfin, voilà, on ne va pas détailler toutes les mesures envisagées, mais ce que je dirais, c'est qu'une étude comme celle-là, elle peut nous aider aussi à cibler voilà, les créneaux sur lesquels on a intérêt à essayer de monter des parcours de formation qui permettent de favoriser la mise à disposition de personnel compétent sur les domaines. Il n'y a pas de solution miracle parce qu'on sait très bien qu'il n'y a pas que l'automobile qui souffre de difficultés de recrutement. Tout le monde souffre, mais plus on est capable de dégager des perspectives et puis d'essayer de montrer que c'est une filière qui est hyper innovante, qui contribue fortement quand même aux efforts de décarbonation, puisqu'on est quand même beaucoup là-dedans, mieux c'est, quoi. Voilà. Je ne sais pas, François, si on peut dire d'autres choses, mais en tout cas, c'est sûr que c'est identifié comme un sujet numéro 1 pour la filière. De façon un peu paradoxale, quoi, qu'on parle beaucoup des pertes d'emplois et autres, oui, mais à côté de ça, on a un énorme sujet pour attirer les compétences. Ça, c'est vrai. Et puis, peut-être un commentaire, on a discuté sur tout ce qui est formation initiale, et en particulier sur le logiciel, il y a une concurrence qui est ultra vive avec tout un tas d'autres industries. Il y a peut-être un peu d'inspiration à aller chercher dans l'industrie aéronautique où il y a des formations initiales qui sont vraiment spécialisées dans l'industrie et du coup, on a assez peu de déperdition au final avec la main-d'œuvre nouvellement formée qui sort de certaines écoles parce qu'on aurait formé, si je poursuis sur l'exemple du logiciel, mais vraiment des ingénieurs spécialisés sur l'écriture et le design d'architecture de logiciels auto en France. Donc c'est un autre exemple de levier qu'on mentionne dans la partie effectivement facteur clé de succès pour le développement de certaines opportunités. Peut-être une dernière question sur le sujet, Christian Guindon. Oui, bonjour, Christian Guindon, Sarplast. Je voulais savoir quelle est la part du plastique dans le pack batterie. En tête, relativement réduite parce qu'on met pas dedans la partie refroidissement batterie. C'est vraiment que les pièces de métal en fait sur cette opportunité qui composent la structure. Après, on peut avoir une question sur la couverture, la top cover en français, qui peut être dans un autre matériau, c'est vrai. Je n'ai pas la réponse. C'est pas le matériau principal. C'est réduit, je pense, sur le périmètre de cette opportunité. Et j'imagine qu'il y a un échauffement de la batterie pendant son utilisation. Donc, s'il y a du plastique, c'est du plastique haute performance, non ? L'échauffement, ça va dépendre de la chimie de la batterie, ce sera toujours le cas, mais ce ne sera pas un plastique tout bête. Moi, en fait, je vois plutôt des questions structurelles de base. Parce qu'il faut empêcher le percement si jamais il y a un chaos. Enfin, en tout cas, pour le tiroir, et disons la protection du bas. C'est pour ça que le plastique pur, je ne sais pas trop. Des composites, pourquoi pas, et encore. Le coût n'est pas le même. On ne l'a pas vraiment identifié de cette manière. On est quand même resté sur quand on discutait avec le plupart de nos experts sur des composants métaux, pour être métallique. D'accord. OK. Merci. Et la question pourrait peut-être se poser sur la partie du haut, j'insiste. Il faudrait qu'on aille. Pardon, sur la partie ? La partie du haut, pardon, la couverture. La couverture, d'accord. Qui est juste en dessous du plancher, si vous voulez. Oui, d'accord. Sinon, il y avait un commentaire je crois que c'est Jean-Philippe Hermine, là, voilà, sur le fait travail intéressant. On aurait pu filtrer également à des critères discriminants qui pourraient donner un avantage compétitif à la production française, tels que l'intensité énergétique du process, qui pourrait bénéficier d'une énergie décarbonée et bon marché, et du coup faire de ce sujet un point fort. Alors oui, ça a été intégré, le critère a bien été intégré, Jean-Philippe. Alors c'est le cas et ça ne porte pas sur toutes les opportunités, ça porte beaucoup sur forcément les industries énergivores, donc soit chimiques, soit évidemment les cellules. Sachant que même si on ne l'aborde pas toujours de manière aussi claire dans ces opportunités, cet avantage
décarbonation / coût du fond, donc tant pis, je vais le dire quand même, a surtout lieu entre la France et l'Allemagne. Il y a quand même un risque avec d'autres pays hors d'Europe qui bénéficient d'énergie renouvelable à bas coût. Mais bon, ça, c'est une question stratégique européenne, disons. Mais ça va pas se porter sur tout. Dès qu'on est sur de l'assemblage, on est quand même sur un poids de cet argument plus faible. Ici, on est un peu intermédiaire parce qu'on a quand même là ces éléments de structure, mais on est sur l'emboutissage et sur la production de métal ou d'aluminium. Donc là, on a une carte à jouer en France, on va faire les projets d'Arcelor et autres dans le Nord. Ce que je propose, là, le temps tourne quand même. On passe à la deuxième exemple, mais peut-être plus court, voilà, parce que c'était juste des illustrations de ce que vous pouvez trouver dans les 30 fichiers. Donc, vous voyez qu'il y a de la matière. Donc j'irai, oui, sûrement un petit peu plus vite. Petite introduction tout de même pour définir le périmètre. J'ai vu un commentaire vraiment sur le taux d'emploi d'une étude précédente de la PFA sur le power électronique, sur l'électronique de puissance. Là, on est vraiment que sur l'assemblage de cartes. Donc, on n'est pas sur la production des sous-composants de la carte. On n'est pas sur l'assemblage de l'inverteur, du convertisseur DC-DC, etc. On est vraiment que sur l'activité assemblage de cartes, d'accord? Alors, je vais aller beaucoup plus vite, mais évidemment, vous doutez bien que ce qui va porter cette opportunité, encore une fois, l'électrification, mais sur des sous-composants de la chaîne de traction. Donc, on est sur 3 grands composants électroniques, d'électronique de puissance, pardon. Donc, l'inverteur, le DC-DC converteur et l'inboard charger, encore pour parler anglais. On est quand même sur une accessibilité intéressante pour la France. Si on va un cran plus loin par rapport à... Si on compare par exemple au compartiment batterie, c'est qu'on a des compétences évidemment en France au niveau équipementier de rang 1, et ici, mais également au niveau de certains EMS. Mais on est sur une voie de changement technologique qui est notamment au niveau du substrat, mais qui aura aussi un impact sur l'assemblage lui-même. C'est-à-dire qu'il faudra potentiellement changer l'assemblage de cartes avec un écosystème un peu plus résilient, parce qu'il y a quand même sur l'activité carte, côté puissance, mais aussi côté logique, évidemment une perte depuis 20-30 ans au profit de l'Europe de l'Est en France et plus globalement d'Europe de l'Ouest. Mais potentiellement, si on a une stratégie assez forte sur l'électronique et qu'on rebâtit une chaîne de valeur à partir du substrat, donc on pense à des acteurs ST ou Soitec, mais ensuite côté tier 1, équipementier, peut-être un poids plus fort des constructeurs, on peut imaginer une nouvelle image pour l'électronique de puissance. Si je vais un petit peu plus loin, plus rapidement, on donne des détails techniques, un peu comme on a pu le faire pour le compartiment batterie. Donc là, c'est ce que j'ai déjà pu citer sur, d'une part, ce qui tire cette activité fortement, donc l'assemblage de systèmes électroniques de puissance, et les évolutions technologiques au sein même de ces cartes elles-mêmes, donc notamment, évidemment, le changement de substrat vers la capacité de supporter des plus hautes fréquences, avec une dissipation de la chaleur différente, donc auprès du carburant de silicium, mais également du gallium. Déjà le carburant de silicium qui est déjà en cours de projet, voire c'est pas quelque chose qui est à très long terme non plus, mais il y a toujours un potentiel de croissance. On continue, on illustre, c'est un peu un backup, disons, mais on illustre en fait la pertinence de ce carburant de silicium et du nitride de gallium par rapport au silicone actuel. Et on voit qu'en fait, on est sur des gammes de fréquences et de tensions. Les applications, en fait, les applications d'électronique de puissance sont vraiment à la frontière haute du silicone, et donc on a un besoin de passer à d'autres substrats. On passe à la suivante en termes de tendance de marché. Là encore, on est des ordres de grandeur en termes de croissance par an, tiré évidemment par la croissance des ventes, disons l'électrification. Ce qui peut se passer par contre, c'est qu'on va avoir une diminution relative. C'est-à-dire, alors tout ça à contrebalancer évidemment, parce que sur l'électronique de puissance même, on aura forcément une commoditisation partielle de ces équipements. Et donc une diminution de prix par véhicule. Alors désolé d'aller un peu vite, mais c'est pour laisser un peu de temps en question. On a remis en fait la chaîne de valeur qui est assez complexe, donc désolé, c'est écrit en tout petit, mais on a voulu la mettre de manière intégrale, de composants de base, que ce soit passif ou actif, jusqu'à l'assemblage final. En fait, on voit qu'on a quand même une chaîne de valeur qui est extrêmement complexe, et où en France, voire en Europe, on est quand même réduit en termes d'intensité d'emploi ou d'intensité technologique, notamment en amont.
on a quand même des acteurs, hein, soyons pas trop pessimistes, notamment sur la partie consultant, ou par rapport à la logique. Et c'est tout ce qui va être calculateur ADAS ou infotainment, info divertissement. Donc là, sur l'électronique de puissance, en Europe, on a quand même la chance, quelque part, d'avoir conservé des compétences et des acteurs significatifs, en moins en Europe, sur la partie composants et substrats, ce qui n'est plus forcément le cas, et là, sur la partie logique. Si je continue sur les parties plus qualitatives, comme vous avez pu l'avoir, donc on a quand même peu de risques marché. La roadmap est assez claire. On est plutôt sur un travail de commoditisation des systèmes finaux, donc l'on-board charger, etc. Par contre, on doit continuer à monter en régime en termes de capacité installée et donc de capacité tout simplement à servir ces marchés en termes de cartes elles-mêmes. Il y a toujours des capacités pour des nouveaux entrants. Donc d'ailleurs, il y a des EMS qui réfléchissent à pénétrer ce marché. Aujourd'hui, il est beaucoup possédé toujours par des équipementiers de rang 1, mais on suppute qu'en fait, à un horizon assez long terme, disons 2030 plus, les constructeurs vont chercher à de plus en plus contractualiser avec les EMS. Donc il y a des opportunités pour ce type d'acteurs qui restent étudiés. Alors il y a toujours des risques financiers plus que technologiques, mais bon, ça c'est un autre débat. Et il y a toujours des potentiels de différenciation technologique sur ces substrats mêmes. En termes d'accessibilité, on sait bien qu'en termes de CAPEX, l'électronique oblige, on est sur des montants significatifs qui n'ont pas trop bougé. Là, on va faire face à un besoin de renouvellement de l'outil qui fait qu'on a aussi, c'est un peu paradoxal, on est sur des montants assez énormes, à l'ordre de plusieurs dizaines, voire centaines d'euros pour un cycle très significatif, en tout cas au moins pour une ligne de prod. Après, c'est aussi une opportunité pour la France pour se repositionner, puisqu'après tout, le CAPEX est le même, quel que soit le pays considéré. Et on est sur une activité qui est quand même très automatisée, qui fait que la France, finalement, est moins sur cette activité électronique, et c'est aussi le cas pour la logique, a un différentiel de compétitivité qui n'est pas énorme, dans le sens négatif du terme, par rapport à d'autres pays, notamment en Europe de l'Est. Conclure rapidement par la structure de coût. Donc, il y a surprise sur l'assemblage, finalement, on a une énorme part d'achat, puisqu'on a beaucoup et de matériaux eux-mêmes. Et on a quand même 20%, plutôt proche des 20 d'ailleurs, d'amortissement des CAPEX. Je donne rapidement un breakdown des coûts matériaux. En fait, je ne vais pas aller plus loin, mais vous voyez le potentiel qu'on a mis relativement élevé sur les composants actifs. Donc, finalement, on ne produit pas beaucoup de composants en France et ou en Europe, soyons honnêtes. Par contre, comme on est sur l'électronique de puissance et donc sur les nouveaux types de substrats, on a un potentiel avec même un avantage technologique en France avec Solitech et la capacité à faire des wafers plus fins. Conclure sur l'emploi, donc il y a, même si une activité très automatisée, vu des volumes, on a quand même un potentiel significatif de création d'emplois. Pas simplement sur la MOD, puisque la ligne elle-même est automatisée, mais on a aussi beaucoup d'emplois associés autour de la ligne, sur les contrôles et autres. Et on peut imaginer que disons, pas encore, c'est pas déceptif, mais bon, la part de la France autour des 10% de cette production qui serait due disons, à sa part naturelle. Ensuite, on est vraiment sur l'assemblage, une fois encore. Disons, un débat qui pourrait se poser, c'est que, et là aussi c'est une question stratégique, et on le retrouve sur la part logique, c'est est-ce qu'il est logique de considérer que la France va garder ses 10% de poids, disons, dans la filière totale? En fait, on est resté sur cette hypothèse parce qu'aujourd'hui, en France, et ça peut être critiquable, il y a quand même des exports qui se font de la base installée, que ce soit des EMS, soit de Tier 1 vers le reste de l'Europe, à partir de sites de production en France, mais on reste quand même sur des donneurs d'ordre qui restent français, on va dire, en termes de constructeurs. Donc la question, c'est comment on peut aller plus fortement, et je ne parle pas vraiment des équipementiers de rang 1 qu'on connaît tous, mais plutôt des EMS, comment on pourrait se structurer, se renforcer pour aller, et peut-être grossir, je ne sais pas, pour aller attaquer des constructeurs allemands qui sont aussi ont leur propre écosystème de MS et d'équipementiers forts, donc tendance à rester avec eux, voir d'autres constructeurs ailleurs, potentiellement, on peut imaginer les constructeurs chinois s'ils arrivaient en Europe de l'Est, et qu'on pourrait servir à partir de la base française. On n'est pas allé jusque-là, on est resté sur les 10% traditionnels. Il y a quand même une question en France sur l'assemblage de cartes, électroniques de puissance ou non, à, disons, sortir un peu du précaré des constructeurs français. On exporte déjà, j'insiste, mais souvent à cause de commandes de constructeurs français.
Merci beaucoup. Bon, il y a quelques commentaires là, mais qu'on prendra en compte. Sinon, Rémi Bastien, Rémi, tu voulais intervenir? Oui, bon, ça fait plaisir de voir que c'est un des sujets qui sont en haut de la pile, puisque le programme de la filière qu'on avait engagé avec la filière électronique, lui, a donné lieu quand même à 10 IPCEI, hein, ce qui fait qu'il y a quand même pas mal d'acteurs sur la chaîne de valeur qui sont engagés dans ces projets. Nous, à l'époque, on visait quand même de prendre 25% de ce marché. Bon. Trop bien, ah oui. Oui, sachant que, je ne sais pas si vous avez ça en tête, mais Tesla se fournit exclusivement auprès de ST pour ses composants SiC dans ses voitures quand même. Alors oui, là c'est vrai, là j'incite, c'est l'assemblage de cartes. Oui, D'accord. On avait une autre j'entends bien. opportunité qui était sur les composants et qu'on a écarté parce qu'on s'est dit c'est un petit peu moins dans les fournisseurs traditionnels. J'entends bien, mais bon, l'ensemble du domaine électronique de puissance, je pense, doit être pris en compte. Donc là, effectivement, le PCB, c'est une des activités qu'on avait identifiées. Mais je pense qu'il faut vraiment qu'on garde en tête qu'on a effectivement ces atouts-là et qu'il faut absolument valoriser, quoi. Alors on n'aura pas le temps de voir toutes les fiches, mais ensuite on va présenter des recommandations, disons une vision plutôt consolidée par sous-filière, donc notamment l'électronique et la partie électrification. Aussi, il y a des recommandations qui sont proches de ce qu'on vient de dire sur une vision un peu plus haute et plus structurée et pas simple, mais niveau comportement et après aussi du rôle des tier 1 et des constructeurs en termes de co-investissement. Yoran? Oui, je voulais juste rappeler, l'État a investi énormément dans la filière électronique et surtout dans les semi-conducteurs, plusieurs milliards. Si on mentionne sur votre étude la concurrence américaine qui en plus s'implante en Allemagne, je n'ai pas l'impression que ça va faire beaucoup de bons retours là-dessus. C'est pour ça que j'insiste sur le point parce que je suis ST, mais je pense que vous avez tous ensemble intérêt à bien travailler ce message. Slide 47. Oui, on pourra modifier du cas échéant. OK. Après, il y avait des commentaires aussi sur la prise en compte du MACF ou du CBAM, là, le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. C'est clair que je ne pense pas qu'on l'ait pris très spécifiquement en compte à ce stade. Je pense que ça nécessiterait d'ailleurs une étude sans doute assez spécifique si on voulait vraiment évaluer l'impact en fonction des types de pièces, le contenu de matière, la valeur ajoutée. Bon, ça fait partie des gros sujets de préoccupation qu'on a à l'heure actuelle. Je ne sais pas, je ne pense pas qu'on l'ait pris en compte explicitement en tout cas. Non, effectivement, il y a ça. Il y a un sujet qu'on n'a pas encore abordé, mais la taxonomie sur l'énergie nucléaire. Tout à l'heure, il y avait un commentaire de Jean-Philippe Hermine sur est-ce qu'on avait pris en compte le fait qu'on a accès à une énergie décarbonée et relativement bon marché, mais au final, il faut que cette énergie décarbonée elle soit reconnue comme verte. Et voilà, on voit déjà certains appels d'offres de constructeurs, la précision qu'une énergie nucléaire n'est pas une énergie verte. Donc, c'est effectivement, je pense, avec le mécanisme de compensation carbone aux frontières, deux gros sujets réglementaires pour tous les process énergivores comme les métaux. Pour qu'on puisse protéger la filière en France et en Europe. Et puis, il y a aussi un commentaire, une question. Quelles sont les initiatives de co-design entre constructeurs Tier 1 et EMS français afin de conserver la chaîne de valeur en France? Relativement limité. OK. Donc voilà, donc ça c'était une illustration sur 2 segments. Merci beaucoup. Comme ça montre quand même la richesse, un peu toutes les questions qu'on peut se poser sur chacun des 30 opportunités et des éléments qui sont apportés. On va finir, puisque ça maintenant on est assez avancé quand même en termes d'horaire, par quelques éléments, mais pareil, vraiment en extrait d'éléments de l'étude en termes de recommandations sur chacun des grands secteurs. Donc là, on va l'illustrer par 1 ou 2 secteurs. Voilà. Oui. Et donc, effectivement, alors d'abord, avant de passer sur l'illustration sur 2 secteurs, ça c'est un peu le résultat brut
de l'attractivité et de l'accessibilité des 30 principales opportunités qu'on a creusées, hein. Donc, on voit ressortir pour l'électrification hors cellule, notamment les cartes électroniques de puissance dont on vient de parler. Pour l'hydrogène, on voit ressortir le sujet des membranes. Sur les cellules, il y a bien sûr la fabrication en tant que telle des prochaines générations et puis le recyclage. On voit ressortir l'IDAR pour l'électronique. On voit ressortir pour l'économie circulaire à recyclage du plastique, notamment pour les matériaux bas carbone, le noir de carbone vert, les bandes de recharge électrique, les gros sujets qui ressortent dans chacun des domaines. Et ensuite, effectivement, sur la page suivante, donc c'est juste un peu comme on a fait sur les études de marché détaillées, une illustration de ce que vous trouverez dans le document, dans la synthèse globale. Mais on a raisonné pour chacun des sous-domaines, quelles sont aujourd'hui les forces de l'écosystème en France, quelles sont ses faiblesses, quels sont les principaux critères d'attractivité et d'accessibilité du marché. Et puis ensuite, sur la partie droite, quelques facteurs clés de succès identifiés pour qu'on puisse avoir des acteurs qui se positionnent et qui se développent sur ces sujets. Et puis les principales opportunités, les opportunités les plus intéressantes au sein de chaque sous-domaine. Donc, je ne vais pas commenter l'ensemble de la slide pour plutôt laisser place encore un petit peu d'échange en fin de présentation, mais peut-être si je commande juste quelques recommandations sur la slide précédente, hein. Typiquement, sur l'électrification hors cellule, un des facteurs clés de succès, c'est de faire émerger quelques champions qui ont la taille critique, hein. Aujourd'hui, on a pas mal d'équipementiers qui sont relativement de petite taille et qui ont été relativement prudents sur la bascule vers des composants électriques. Et donc c'est un des problèmes qu'on voit pour la filière. Il y a le sujet qu'on vient d'aborder, hein, sur toutes les pièces métalliques, notamment pour composants de moteurs électriques, où le dispositif de compensation carbone aux frontières aura un rôle important. Et puis, cette fois, on a identifié quelques sujets d'innovation importants par sous-domaine qui peuvent être soutenus par les pouvoirs publics, que ce soit par le biais des IPCEI comme mentionné précédemment ou par d'autres types d'appels à projets. Et voilà. Sur ces composants, il y a de l'innovation encore pour soit produit ou process, hein, pour faire des compartiments batterie plus légers, des réducteurs plus efficaces, des nouvelles techniques d'assemblage de cartes électroniques avec les nouveaux semi-conducteurs type SiC et GaN, etc. Et puis on a mis un autre exemple sur la page suivante, sur le sous-domaine de l'économie circulaire. Peut-être un mot sur l'économie circulaire. Il y avait Monsini qui a fait un peu un commentaire, hein, dans le chat sur le fait qu'on voyait dans un slide précédent que c'était quand même un gros morceau en termes de création d'emplois potentiellement, mais sans avoir beaucoup de précision sur les hypothèses qui sont retenues pour dimensionner ce que ça peut représenter. C'était juste une parenthèse si du coup tu intègres un peu dans la présentation là-dessus. Du coup, sur oui, les grosses opportunités, hein, du côté économie circulaire, en fait, c'est beaucoup d'activités qui existent aujourd'hui et qui ne sont pas industrialisées, hein. On a deux grosses opportunités là qui ressortent, c'est tout ce qui est reconditionnement de véhicules d'occasion, hein, où aujourd'hui les centres industriels, les usines de reconditionnement, c'est un peu comme des champignons en France, drivés par notamment la digitalisation des ventes, hein, qui les rend plus attractifs parce que
on n'a pas un aller-retour logistique à payer, parce qu'on a des flux un peu différents. Et puis tout ce qui est démantèlement, de la même manière, on a une industrialisation pour être capable d'aller rechercher à moindre coût la matière première afin d'aller vers une économie plus circulaire. Si je reviens sur les quelques recommandations, hein, typiquement pour cette filière, c'est encore un soutien réglementaire. Hein. Il y a des choses qui ont été faites, notamment sur l'aftermarket, hein, pour proposer systématiquement une alternative de pièces qui étaient remanufacturées, par exemple. Il y a encore pas mal de choses à faire. Et puis, également, un enjeu sur le flux de cette matière première, hein, qui aujourd'hui part beaucoup en Europe de l'Est, pour maîtriser en boucle relativement courte les flux de matière en France. Donc voilà, juste un deuxième exemple, mais il y a ça sur la dizaine de sous-domaines dans la synthèse fine. Voilà, merci beaucoup. On a a priori fini un peu la présentation qu'on voulait vous faire, sachant que vous avez effectivement les documents plus complets, hein, sur l'ensemble des éléments. Est-ce que vous avez des commentaires complémentaires à faire? Aurélia Leroux? Bonjour à tous. Je voulais juste revenir sur deux petites questions. Donc, d'abord, vous remercier, hein, pour l'ensemble de l'étude, hein, qui est très, très complète. Je n'ai pas encore pu tout voir, mais je vais aller regarder ça de très près. Et juste, pour Polivia, qui est le syndicat de la plasturgie et des composites, donc je voulais juste vous faire deux petites remarques. La première, c'est qu'en introduction, vous avez très rapidement parlé des plastiques biosourcés. Donc, il y a un point de vigilance sur les plastiques biosourcés. À la fois, de manière globale, ils sont aujourd'hui peu recyclables, voire certains ne le sont pas du tout. Et il y a un autre axe qui est la recyclabilité. Donc, ils sont très peu recyclés, voire pas recyclés du tout, parce qu'il y a des problématiques de centre de tri. Donc, pour Polivia, on va mettre en place un groupe de travail sur ce sujet. Donc, je serais ravie d'intégrer bien sûr des personnes de la PFA pour qu'on y travaille ensemble et qu'on puisse intégrer les bons axes de travail pour être sûr que demain, ces plastiques, s'ils sont utilisés dans l'industrie automobile, puissent bien être recyclés. Hein, c'est bien l'objectif pour tout le monde. Et puis, un deuxième sujet, qui est aussi un sujet pour lequel il y a eu un certain nombre de remarques, notamment celle de Clémence, hein, dans le chat tout à l'heure, l'intégration de matières plastiques recyclées. Alors effectivement, aujourd'hui, les règlements européens sont en train de bouger pour tous les secteurs, dont l'automobile, donc avec des taux d'incorporation de matières plastiques recyclées qui sont de plus en plus importants. Donc là aussi, c'est juste pour donner un peu l'information collective, on a un groupe de travail qui est en cours, et là encore, bien sûr, on va solliciter la PFA sur le sujet pour s'assurer qu'on ait suffisamment de matières plastiques recyclées disponibles en France, parce qu'aujourd'hui, ça va être un vrai enjeu, et s'assurer qu'on puisse bien tenir les taux d'incorporation qui sont prévus au niveau européen. Donc voilà, c'était juste ces éléments que je souhaitais partager avec vous et encore pour vous remercier pour l'étude. Merci. Merci beaucoup. Autre commentaire? C'est qui? Non, pas d'autres mains levées? Il y en avait un. Si. Et Rémi Bastien. Ah, Rémi. Oui, juste pour, j'avais mis dans le chat là que côté Fisita, donc Fisita étant monde, hein, on n'est pas France ni Europe, là. On a engagé également un travail un peu qui ressemble à celui que vous avez fait sur la rupture de notre industrie, en mettant un gros accent, nous, sur l'économie circulaire, qui est quand même, on va dire, plutôt au début de son histoire. Hein. Et à ce titre-là, ce que je mettais, c'est que des acteurs comme Toyota là, explorent des nouvelles structures de véhicules qui permettraient un désassemblage plus facile, ainsi qu'une mise à jour pendant la vie du véhicule, quoi. Donc ça aussi, ce que je propose, c'est comme on l'a fait jusqu'ici, qu'on reste bien, comment dire, qu'on reste bien connecté pour partager ça. Parfait.
Merci beaucoup. Moi, juste pour conclure, d'abord un grand merci pour votre travail. Donc, on a plusieurs demandes effectivement de renvoyer les liens ou les transferts. On va faire tout ça. Et n'hésitez pas, si vous n'avez pas les choses, de nous recontacter le cas échéant. Je vous signale simplement que comme prochaine étape, nous, on a un autre webinaire qu'on organise le 10 octobre à 15 h sur le contrat stratégique de filière. La dernière fois, d'ailleurs, le 16 juin, on avait justement intégré une première partie de présentation de l'étude à l'occasion un peu de ce reporting, parce qu'il y a évidemment un lien, puisqu'on construit un petit peu les éléments importants pour notre avenir, l'avenir de la filière. Donc, ça sera le 10 octobre. Et puis, ce que je disais au début, voilà, s'il y a du service après-vente, des questionnements complémentaires, n'hésitez pas. Encore une fois, on ne peut pas garantir qu'on va répondre à toutes les sollicitations. En tout cas, le but, c'est vraiment de mettre le plus largement à disposition. Vous pourrez aussi, bien sûr, transmettre dans vos entreprises à qui est intéressé les résultats de ce travail. Et puis, parmi les 30 segments, éventuellement, de bien cibler ce qui peut correspondre le mieux en fonction du positionnement de vos entreprises. Donc, en tout cas, un très, très grand merci pour votre participation active. Et puis, au plaisir de vous revoir très bientôt. Merci. Merci à tous. Merci à tous. Merci. Merci beaucoup. Merci, Au revoir. au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir.